Bonjour, cette quatrième et dernière partie du chapitre Notions de base sur les asservissements est consacrée au système de commande. C'est quoi un système de commande? Alors, un système de commande est un assemblage de constituants physiques branchés ou reliés les uns aux autres de telle sorte qu'ils puissent se commander, se diriger ou se régler lui-même, ou bien commander, diriger ou régler un autre système. Donc, à partir de cette définition-là, on peut voir que un système de commande est susceptible de se commander lui-même, donc il n'a pas besoin d'un autre système pour le commander. Il est susceptible de se diriger lui-même ou de se régler lui-même. Aussi, il est capable de commander un autre système, de diriger un autre système et de régler un autre système. Donc, un système de commande possède ces caractéristiques. D'une manière générale, les systèmes de commande entrent dans deux catégories, les systèmes en boucle ouverte et les systèmes en boucle fermée. Alors, on commence par les systèmes en boucle ouverte. Donc, la commande d'un système en boucle ouverte. Un système de commande en boucle ouverte est un système où le signal de commande est indépendant du signal de sortie. Indépendant du signal de sortie. Cela veut dire que le signal de sortie n'est pas mesuré et l'organe de commande n'a aucune connaissance de la variation de sortie. Il ne sait rien de ce qui se passe sur la grandeur réglée. Donc, il n'a aucune connaissance de la sortie. Le schéma caractéristique d'un système en boucle ouverte est le suivant. Donc, nous avons le système à commander au processus physique, dont la variation est fonction des perturbations de grandeur d'influence et de l'action de commande générée par le système de réglage ou bien l'organe de commande. Donc, l'organe de commande élabore l'action de commande en fonction des consignes. Donc, la consigne, c'est un ordre qui doit être exécuté. Et donc, généralement, lorsqu'on a un système de commande, un commande d'un système ouvert, donc la sortie doit recopier l'entrée de consigne. Donc, la sortie est appelée grandeur réglée. Elle donne son nom à la régulation. Par exemple, si le système à commander est un système où la grandeur à laquelle nous nous intéressons est la température, on parle dans ce cas de régulation de température. Donc, le nom de la sortie qui est la température, elle est cédée au nom de la régulation, régulation de température. La même chose, si la grandeur réglée est la pression, on parle de régulation de pression. Si c'est une vitesse, on parle de régulation de vitesse, et ainsi de suite. La consigne ou les consignes, ce sont des ordres. Donc, ce sont des ordres qui doivent être exécutés. Et lorsque le système de réglage donne son action, le système à commande doit évoluer de telle sorte que la sortie recopie la consigne. Par exemple, fixer une température à 37 degrés Celsius. Ça, c'est une consigne. Fixer une trajectoire d'un avion. Ça, c'est une consigne. Donc, c'est un ordre qu'il faut réaliser. L'action de commande, qui est la sortie du système de réglage, ou bien de l'organe de commande, elle est appelée aussi grandeur réglante. Elle est élaborée en fonction des ordres, c'est-à-dire de la consigne. Et c'est elle qui va commander le système. C'est elle qui va pousser le système à commander, à évoluer de telle manière que sa sortie change. On prend comme exemple de commande d'un système en boucle ouverte la régulation du niveau d'eau dans un réservoir. Donc nous avons ici un réservoir
on va remplir d'eau et on désire régler le niveau H à un niveau de consigne qui est ici, par exemple, 50 cm. Donc, l'organe de commande va élaborer le signal de commande. Ce signal de commande va ouvrir ou bien fermer la vanne automatique ici, de telle manière qu'elle va laisser passer ou arrêter le débit d'eau qui va remplir le réservoir. Sur ce réservoir, nous avons un robinet ici qui matérialise des fuites ou bien des prises aléatoires d'eau. Et donc, ce sont des perturbations. L'organe de commande, donc comme il dit précédemment, il va générer le signal de commande de débit. Donc, ce signal de commande qui va ouvrir ou bien fermer la vanne ici. Donc, ce signal de commande ne peut être efficace que si nous avons une parfaite connaissance du processus de remplissage du réservoir, une parfaite connaissance des perturbations, c'est-à-dire des fuites. Dans le cas où nous avons une parfaite connaissance, dans ce cas-là, le signal de commande généré par l'organe de commande va ouvrir la vanne pendant un temps fixé et donc va commander le débit d'eau de telle manière que le niveau H de remplissage du réservoir soit égal à 50 cm. Lorsque ce niveau devient égal au niveau de consigne, donc l'organe de commande va fermer la vanne. Donc il y a une régulation de niveau précise, mais cette précision, elle est fixée par la connaissance du processus et des perturbations. Si on n'a pas une bonne connaissance du processus et des perturbations, donc la précision n'est pas obtenue. Et donc, la commande en boucle ouverte ne permet pas de régler avec précision le niveau de sortie. Donc, il ne peut régler avec précision que si nous avons une parfaite connaissance du processus et de l'effet de perturbation. Sinon, la précision n'existe pas. Aussi, si on suppose par exemple à un certain temps, nous avons atteint le niveau H égale au niveau de consigne et après avoir atteint ce niveau-là, donc après avoir réglé le niveau H au niveau de consigne, il y a des perturbations qui existent. Il y a des prises par exemple d'eau, il y a des fuites. Donc ce qui se passe, c'est que le niveau va diminuer, va changer. Or, le niveau n'est pas mesuré et donc l'organe de commande ne sait pas ce qui se passe dans le réservoir. Donc, il ne sait pas que le niveau a diminué ou bien a changé. Par conséquent, il ne peut pas réouvrir ou bien fermer la vanne et donc il ne peut pas corriger l'effet des perturbations. Donc, la commande en boucle ouverte, elle est insensible aux perturbations. On donne ici quelques remarques sur la commande du système en boucle ouverte. Les caractéristiques essentielles des systèmes en boucle ouverte sont les suivantes. Première caractéristique, la simplicité. Un système en boucle ouverte est un système dont on n'a aucune information sur la grandeur à commander. Donc, aucune information sur la grandeur à commander, c'est-à-dire que la grandeur à commander, bien la sortie, n'est pas mesurée. Et donc, on n'a pas besoin de capteur pour mesurer cette sortie. Donc, puisqu'on n'a pas besoin d'un capteur, ça peut représenter un avantage pour la commande en boucle ouverte. Deuxième caractéristique, c'est leur aptitude à fonctionner avec précision est déterminée par leur calibre. C'est-à-dire, les systèmes de commande en boucle ouverte
ne sont précis que si on a une parfaite connaissance du système et de l'effet des perturbations. Donc, calibrer signifie établir ou rétablir la relation entre l'entrée et la sortie de façon à obtenir du système de la précision voulue. Lorsqu'on dit établir ou rétablir la relation entre l'entrée et la sortie, c'est-à-dire qu'on connaît parfaitement le modèle du processus, c'est-à-dire qu'on connaît parfaitement l'évolution du processus. La même chose, il faut connaître parfaitement l'effet de la perturbation sur le processus. Et donc, leur aptitude à fonctionner avec précision est déterminée par leur calibre. Donc, la précision nécessite une très bonne connaissance du comportement du système commandé et de l'influence des perturbations. La troisième caractéristique, c'est que le phénomène d'instabilité n'est pas en général gênant. Donc, on peut avoir un système oscillatoire et qui est commandé par en boucle ouverte. La commande d'un système en boucle ouverte est insensible aux perturbations. Donc, la commande en boucle ouverte ne peut pas corriger l'effet des perturbations. Et donc, nous avons vu tout à l'heure, dans le cas de la régulation de niveau d'eau dans le réservoir, que l'organe de commande ne peut pas corriger l'influence des fuites sur le niveau d'eau dans le réservoir. Maintenant, nous allons voir la commande du système en boucle fermée. Un système de commande en boucle fermée est un système où le signal de commande dépend d'une façon ou d'une autre du signal de sortie. Donc là, l'organe de commande, pour générer le signal de commande, elle doit nécessairement connaître la consigne et la sortie en même temps. Et en fonction de l'écart entre la consigne et la grandeur réglée, elle va élaborer le signal de commande. Donc le signal de commande dépend du signal de sortie. Donc le système de commande en boucle fermée s'appelle aussi un système bouclé ou système asservi ou tout simplement asservissement. Donc nous avons trois nomenclatures. C'est un système bouclé, système asservi ou asservissement. Le schéma général d'un asservissement analogique est donné par la figure suivante. Donc nous avons ici un schéma fonctionnel qui est bouclé. Donc un système asservi et un système aussi bouclé comporte une chaîne d'action. La chaîne d'action est constituée ici par le correcteur de l'action du processus. Donc c'est une chaîne d'action avec amplification de puissance appelée aussi chaîne de puissance. Donc il y a amplification de puissance due à l'existence de l'actionneur. L'actionneur, c'est généralement un organe de puissance. Une chaîne de retour. Donc c'est une chaîne de retour constituée généralement par un capteur et un organe de comparaison qui va comparer la consigne avec la grandeur réglée. Le processus physique est soumis à une excitation constituée par les perturbations, qui sont des entrées secondaires, et aussi par la consigne. Donc le processus est commandé par les deux grandeurs, consigne et perturbation. Le capteur donne une image utilisable de nature le plus souvent électrique de la grandeur réglée. Donc, il mesure la grandeur réglée et il donne une image qui doit être fidèle. La sensibilité de ce capteur-là, donc, impose les limites de précision de l'asservissement. Donc, il faut bien choisir le capteur pour avoir une bonne précision. Le régulateur, il est constitué d'un comparateur
qui reçoit l'information de référence, qui est la consigne, et la grandeur mesurée, et il fait la différence appelée écart ou erreur. Donc le comparateur, il fait la différence, consigne moins grandeur mesurée. Cette différence est appelée erreur ou écart. Le correcteur, dont le rôle sera d'éliminer cet écart, l'écart qui est entre la consigne et la grandeur mesurée, qui est une image fidèle de la grandeur réglée. Donc, le correcteur, son rôle, c'est d'éliminer cet écart et d'amener le processus à réagir rapidement, quelles que soient les variations de l'entrée de référence ou des perturbations. Donc, il a pour but d'assurer le bon fonctionnement du processus et en particulier sa sécurité. L'actionneur. L'actionneur, il reçoit du régulateur la grandeur réglante et l'amplifie en puissance. C'est en quelque sorte le muscle de la chaîne d'action. Et donc, ensuite, il va piloter l'évolution du processus. Donc, il va pousser le processus à évoluer. Donc, nous avons ici un retour qui assure le changement de la grandeur réglante de telle manière que la grandeur réglée soit égale à la consigne. On prend un exemple, régulation de température d'eau dans un bassin en boucle fermée. Donc le schéma de régulation automatique de la température d'eau dans un bassin est donné par la figure suivante. Le débit d'eau chaude est réglé par une vanne motorisée. Donc ce débit est proportionnel à l'angle d'ouverture θV de la vanne. Le débit d'eau froide peut être réglé manuellement à l'aide d'une vanne. Si nous avons un mélangeur, donc les deux débits d'eau froide et d'eau chaude se mélangent et donc vont remplir ce bassin. Donc l'eau chaude a une température bien sûr élevée, eau froide une température basse. Et donc le mélange possède une certaine température T. Cette température sera mesurée par le thermocouple. Donc il va être mesuré par le thermocouple qui va délivrer une tension Vt qui sera envoyée à la borne négative de l'amplificateur opérationnel. C'est un amplificateur opérationnel de gain à 1. La borne positive de l'amplificateur opérationnel reçoit une tension de référence qui est proportionnelle à la température de référence, Tc. Et donc, lorsqu'il reçoit la tension de référence et la tension Vt délivrée par le thermocouple, donc il va générer une tension U donnée par A1 facteur V référencement Vt. Si la température T est différente de la température de consigne, cela veut dire que U est différente de 0 et donc le moteur est alimenté par une tension différente de 0. Et donc elle fait tourner son rotor de telle manière que l'arbre primaire tourne d'un angle θm et l'arbre secondaire tourne d'un angle θv par l'intermédiaire d'un réducteur. Cet arbre secondaire est relié à la vanne dont il va ouvrir ou bien fermer cette vanne. Et donc, la vanne s'ouvre d'un angle θv. Et par conséquent, la vanne va laisser passer un débit d'eau chaude qui est proportionnel à l'angle d'ouverture θv.
Le processus fonctionne ainsi jusqu'à ce que la température T égale à la température de consigne. T égale à Tc. Tc, c'est la température de consigne. Dans le cas où la température T égale à la température de consigne, alors dans ce cas-là, V T égale à V référence et nous avons U est égal à 0. La tension générée par l'amplificateur opérationnel sera nulle. Par conséquent, le moteur va s'immobiliser à une position θm d'équilibre, T égale à Tc, et donc à une ouverture θv d'équilibre de la vanne. Par conséquent, nous avons un débit d'équilibre d'eau chaude. Donc, lorsque T égale à Tc, la température T du mélange d'eau dans le bassin égale à la température de consigne, nous avons un débit d'équilibre d'eau chaude et par conséquent, une ouverture θv de la vanne d'équilibre. Maintenant, si on suppose à partir de cet équilibre, lorsque l'équilibre est obtenu, c'est-à-dire lorsque nous avons T égale à Tc, une perturbation vient modifier la température. Cette perturbation, elle peut être soit par l'influence de l'environnement ou encore par la variation de l'ouverture, de l'angle d'ouverture de la vanne manuelle, ici, d'eau froide. Alors, on suppose que la vanne a été ouverte et par conséquent, le débit d'eau froide a augmenté. Donc, si on suppose que le débit d'eau froide augmente, c'est-à-dire que la vanne a été ouverte, ou bien l'ouverture a augmenté, ce qui induit une augmentation du débit d'eau froide, il en résulte que la température T d'eau dans le bassin va diminuer puisque le débit d'eau froide a augmenté alors que le débit d'eau chaude il est maintenu constant égal au débit d'équilibre. Donc la température va diminuer. Il en résulte que la tension générée par le thermocouple va diminuer aussi. Puisque la tension Vt diminue, la différence de potentiel générée par l'amplificateur opérationnel U va augmenter. Donc lorsque cette tension augmente, c'est la tension d'alimentation du moteur, le moteur va s'accélérer et donc son angle de rotation θm augmente et par suite θv augmente. L'angle d'ouverture de la vanne va augmenter. Lorsque l'angle d'ouverture θv augmente, cela implique le débit d'eau chaude va augmenter. Et si le débit d'eau chaude va augmenter, c'est que la température va aussi augmenter. Et donc, elle va augmenter jusqu'à atteindre la température de consigne. Et donc, on peut voir que lorsque cette perturbation est venue pour augmenter, pour plutôt diminuer la température du mélange, le système a réagi de telle manière à faire augmenter cette température. Donc, ce système a évolué de telle manière à s'opposer à l'effet de la perturbation. Si maintenant on suppose l'inverse, par exemple la vanne, au lieu que son angle d'ouverture a augmenté, son angle d'ouverture a diminué, donc l'angle d'ouverture de la vanne d'eau froide a diminué, il en résulte que le débit d'eau froide a diminué. Si le débit d'eau froide diminue, il en résulte que la température d'eau va augmenter et par suite une augmentation de Vt générée par le thermocouple. L'augmentation de Vt va induire une diminution de la tension d'alimentation du moteur. Diminution de la tension d'alimentation du moteur, ça implique aussi diminution de l'angle de rotation de son arbre primaire et par suite celle de l'arbre secondaire θv et donc de l'ouverture de la vanne d'eau chaude et par suite aussi diminution du débit d'eau chaude.
Et donc là, on peut remarquer que, quelle que soit la cause de changement de la température dans le bassin, le système réagit pour s'opposer à cette cause. Et on peut remarquer que nous avons ici un système qui est bouclé. Donc, ce montage met en évidence l'opération de bouclage. Donc, c'est un système qui est bouclé. Le rôle du bouclage est d'ajuster en permanence le débit d'eau chaude de telle sorte que la grandeur réglée, qui est la température d'eau dans le bassin, soit égale à la consigne, c'est-à-dire la température de référence. T, référence qu'on a nommée T indice C, température de consigne, c'est-à-dire la température de référence. Et ceci, bien sûr, malgré l'existence des perturbations. Par exemple, échange de chaleur avec l'environnement, modification de l'ouverture de la vanne d'eau froide. Maintenant, on passe à la classification des systèmes asservis. Alors, la classification des systèmes asservis, elle est simple. Nous avons deux critères pour classer les systèmes asservis. La classification selon le type du régulateur et la classification selon le type de l'entrée de référence. Mais quelle que soit cette classification, quel que soit le système asservi, la sortie doit recopier le mieux possible la consigne. Alors, on prend le premier cas, classification selon le type de l'entrée de référence. Selon cette classification, nous avons trois classes, ou bien trois types. La régulation, dans ce cas, la consigne est constante et ou évolue par palier. Donc la consigne, elle est constante ou évolue par palier. Et le système doit compenser l'effet des perturbations. Donc, le régulateur ou bien l'organe de commande doit maintenir la sortie à une valeur constante fixée, qui est la consigne, malgré l'influence des entrées non commandables, c'est-à-dire des perturbations. Deuxième type, la poursuite. Alors, dans la poursuite, l'asservissement a une entrée de référence qui évolue dans le temps. Donc, l'entrée de référence, au lieu qu'elle soit constante ou évolue par palier, comme dans la régulation, la consigne ou entrée de référence évolue au cours du temps. Donc, il change en fonction du temps d'une manière quelconque. Cette évolution de l'entrée fait évoluer le point de fonctionnement du processus et la sortie doit suivre le mieux possible cette évolution en dépit des perturbations. Donc, on parle de contrôle dynamique de la sortie. On dit aussi que le système fonctionne en suiveur ou en poursuite. Troisième type, ce qu'on appelle le servomécanisme. On parle de servomécanisme lorsqu'on a un système asservi dont le rôle consiste à amplifier la puissance et dont la grandeur réglée représente la position mécanique ou l'une de ses dérivées, par exemple la vitesse ou l'accélération. Donc les dérivées par rapport au temps. Donc on peut voir que un servomécanisme, il peut être soit une poursuite, soit une régulation. Donc on reconnaît un servomécanisme par la grandeur réglée, qui est soit la position mécanique, soit la vitesse, soit l'accélération. Et comme j'ai dit tout à l'heure, un servomécanisme peut être soit une poursuite, soit une régulation. Deuxième critère de classification, c'est selon le type de régulateur. Avec ce critère-là, nous avons deux classes. Les systèmes asservis linéaires continus. Dans ces systèmes, le régulateur utilisé est analogique,
généralement réalisés avec des composantes analogiques, essentiellement des amplificateurs opérationnels, et le signal de sortie évolue de manière continue dans le temps. Et ce n'est pas ça tout simplement. Donc le signal du régulateur est continu, mais le signal qui circule dans toute la chaîne est continu. Donc il évolue d'une manière continue dans le temps. La deuxième classe représente les systèmes acervilinéaires échantillonnés. Dans ces systèmes-là, le régulateur utilisé est numérique, microprocesseur par exemple, et son signal de sortie est numérique. C'est le résultat d'un algorithme de calcul. Donc nous avons un régulateur qui est numérique, qui génère un signal de commande numérique. Le processus est généralement continu, analogique, et donc nous avons besoin dans la chaîne de mesure de convertisseurs. Donc pour convertir le signal continu délivré par le système et d'ailleurs par le capteur, donc on doit avoir ou bien utiliser un convertisseur analogique numérique. Et pour commander le processus qui est analogique avec le signal qui est délivré par le régulateur qui est numérique, on doit aussi utiliser un convertisseur numérique analogique. Et donc le signal qui circule dans la chaîne, il n'est pas continu tout le temps et il n'est pas numérique tout le temps, mais il y a une conversion du signal du continu en discret et du discret en continu. Ainsi, on termine ce chapitre et à une prochaine vidéo avec un autre cours.